J'ai besoin de sortir cette histoire de ma poitrine comme un exercice cathartique. Moi, 31F, j'ai été avec mon ex, 31M, pendant presque 12 ans. Un an après notre mariage, j'ai découvert qu'il avait une sorte de relation avec une collègue, une femme que je connaissais et que je considérais comme une amie. On était tous à un dîner et je les ai surpris en train de se tenir la main sous la table. Je lui ai posé un ultimatum, plus aucun contact avec elle, sinon c'était fini. Il a pleurniché, il a dit qu'il avait merdé, que rien ne s'était passé, qu'il ne la reverrait plus jamais. Je n'avais plus confiance, mais j'ai cru qu'on pouvait réparer. Je me suis trompé. J'ai dû partir un week-end, voir un membre de ma famille à 2 heures de route. D'habitude, il venait avec moi, mais cette fois, il a dit qu'il devait travailler. J'ai trouvé ça louche. Cette nuit-là, j'ai vérifié sa localisation sur Snapchat. Il était dans un bar où il allait souvent avec des collègues. J'ai su qu'il était avec elle. Le lendemain, je l'ai appelé. Il a menti pendant tout l'appel. Plus tard, j'ai compris qu'il était chez elle. Quand je suis rentré, je l'ai confronté et il a commencé à me faire du gaslighting. Tu ne me fais pas confiance, je ne veux plus être en couple avec toi, je l'aime, elle, on a une vraie connexion, tu n'es pas assez sexuel pour moi, ton travail t'oblige à trop bouger, alors que je n'avais pas déménagé depuis 6 ans, etc. Tout a explosé. Je lui ai demandé de partir et il a emménagé chez elle immédiatement. Dans notre petite ville, ils ont étalé leur relation au grand jour. Il m'a humilié, piétiné alors que j'étais déjà à terre. J'ai demandé le divorce plusieurs fois. Il disait qu'il allait s'en occuper, mais ne le faisait jamais. 5 mois plus tard, ma belle-mère m'a contacté. Tu sais qu'il déménage dans une semaine dans un autre État? J'étais choquée et furieuse. Un divorce entre États coûte cher et prend du temps. Je l'ai confronté, lui ai fait signer les papiers et je l'ai servi officiellement. Il a eu le culot de me dire que je devrais rester civil. 2 jours après notre divorce, ils sont partis. 3 mois plus tard, la presse locale a publié un article. Sa maîtresse a été arrêtée pour vol dans son entreprise. Elle a fait 1 mois de prison, a été condamnée et maintenant c'est une criminelle. D'après ce que je sais, il est toujours avec elle. Mais franchement, je suis soulagé. Ils méritent chaque minute de misère qu'ils vivent ensemble. Ce sont 2 personnes toxiques et je suis tellement mieux sans lui. Edith. On est restés ensemble 11 ans avant le mariage, mariés 1 an avant la tromperie, et on a essayé de réparer pendant 3 mois avant qu'il parte de nouveau en mentant. En compte jetable, nous étions ensemble depuis 19 foutues années, mariés depuis 13. Bien sûr, on a eu des disputes comme tous les couples, mais jamais rien qui me fasse penser « c'est fini ». Je ne peux plus être avec elle. Je l'aimais toujours à la folie. Jusqu'au jour J, nous avons une fille de 10 mois. Cette dernière année a été très difficile. C'est notre premier enfant, beaucoup de stress, peu de sommeil. Je travaille, ma femme non. Elle reste à la maison avec notre fille toute la journée. Donc je comprends que ce soit dur pour elle. Je ne suis pas un saint. Je suis loin d'être parfait, mais j'aide beaucoup à la maison quand je suis là. Même si c'est elle qui fait la plus grande partie du travail, on est très proche d'un autre couple qu'on connaît depuis 8 à 9 ans. Ils ont notre âge, un petit de 1 an et demi, et on passe beaucoup de temps ensemble. On a fait plein de voyages ensemble, partagé des bons et mauvais moments, et depuis qu'on a des enfants, on est encore plus soudés. Je considère le mari comme un frère, sa femme comme une sœur, et j'aime leur fils comme le mien.
Ma femme et moi avions même parlé de leur demander d'être les parrains de notre fille. Ma femme et le mari jouent tous les deux au volley de manière semi-professionnelle, sauf pendant 2 à 3 mois autour de la naissance de notre fille. Ils s'entraînent 3 fois par semaine dans différentes salles. Le volley est comme une thérapie pour elle, donc je l'ai toujours soutenue à fond. Parfois, il vient la chercher, parfois, elle passe le prendre. Jamais je n'aurais imaginé autre chose que du volley entre eux. Il y a quelques nuits, elle s'est endormie avec son téléphone en main. Je l'ai pris pour le mettre à charger, et j'ai vu ce qui a brisé ma vie entière, leurs messages. Les derniers étaient des bisous, des cœurs, des bonnes nuits, des je t'aime. Mon cœur battait à fond. J'espérais que ce soit à sens unique, mais non. Ma femme lui écrivait aussi qu'elle l'aimait, qu'elle avait hâte d'être dans ses bras. Je ne pouvais presque pas lire tant j'étais en colère, bouleversé, dégoûté, choqué. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il avait toujours eu un faible pour elle depuis qu'on se connaît, il y a 9 ans, mais qu'il n'a rien dit jusqu'à il y a 1 an et demi, quand leur relation a commencé. Je n'ai pas pu continuer à lire, j'étais au bord de vomir. J'ai reposé le téléphone et suis allé me coucher, sans pouvoir dormir. Depuis, c'est tout ce à quoi je pense. Notre fille a 10 mois et 10 plus 9 égale 19, donc environ 1 an et demi, pile le moment où leur histoire aurait commencé. On essayait d'avoir un enfant à ce moment-là. Mais maintenant je me demande, et si? Est-ce que c'est vraiment ma fille? J'ai commandé un test ADN à faire à la maison. Après avoir relu d'autres messages, j'ai l'impression que leur relation est surtout émotionnelle. Physiquement, ce serait limité à des câlins. Mais depuis 1 mois, le gars essaie d'aller plus loin et ma femme semble mal à l'aise avec ça. Malgré tout, elle est adulte, personne ne la force à envoyer des cœurs, des « je t'aime », des « tu me manques ». Dans ses messages, elle dit qu'elle a toujours des sentiments pour moi, qu'elle ne peut pas comparer ou choisir entre nous deux. Je l'aimais comme un fou, mais maintenant je suis dégoûté chaque fois que je la vois, quand je joue avec ma fille, que je l'embrasse et que je la vois sourire, je pleure. Je pense à quel point ma femme égoïste a ruiné la vie de cette petite âme innocente. Je verrai ce que le test ADN dira la semaine prochaine, même si pour l'instant il semble qu'ils n'ont pas couché ensemble. Je ne sais pas quoi faire, une part de moi veut la confronter pour connaître la vérité, une autre veut tout faire pour sauver notre mariage, une autre veut frapper ce mec, une autre veut divorcer immédiatement. Une autre veut enquêter en cachette pour en savoir plus avant d'agir. Une autre veut prévenir la femme du gars, mais j'ai peur de détruire sa vie et celle de leur enfant. Mon esprit est embrouillé. Je ne veux pas prendre de décision à chaud, mais et si je veux essayer de réparer notre relation? Comment je m'y prends? Ça fait maintenant 3 semaines depuis le jour J et j'ai pensé faire une mise à jour. Ces 3 semaines ont été un véritable enfer, mais elles m'ont aussi permis de me concentrer sur les prochaines étapes et sur ce que je veux vraiment faire. Le test ADN est revenu positif. Je suis le père biologique de ma fille à 99,9999%. Je savais d'après leurs messages qu'ils n'avaient big pas eu de rapport physique, mais pourquoi ai-je quand même fait le test? Parce que le début de leur relation coïncidait exactement avec la période où on essayait de concevoir et je voulais en être absolument sûr. Ma femme et son amant utilisent une application de messagerie pour toute leur communication et par chance, cette app permet l'exportation des discussions. Le jour J, j'étais trop brisé pour lire tous les messages,
Mais quelques jours plus tard, j'ai réussi à accéder à son téléphone pendant qu'elle dormait et j'ai exporté toutes leurs conversations. Depuis, je le fais chaque semaine pour obtenir les nouveaux messages. Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Absolument pas. Mais lire ces messages m'a convaincu à 100% que je ne veux pas de réconciliation, je veux divorcer, point final. Donc pour moi, ça en vaut la peine. Les messages commencent il y a 1 an et il est clair que les conversations précédentes ont été supprimées. Il y a aussi des moments où plusieurs jours de messages manquent, mais la conversation continue naturellement après, donc là aussi, suppression évidente. Le plus notable, 3 semaines de silence juste après la naissance de notre fille. Je n'ai pas encore tout lu, mais une grande majorité, oui. Et cela montre clairement que leur relation est surtout émotionnelle. Pour l'instant. Parce qu'il y a eu des câlins et des bisous, et aussi des messages de ma femme disant « Je sais ce que tu veux de moi, mais je ne peux pas te le donner. » C'est incroyablement malsain de voir leur relation à travers cette fenêtre invisible. Eux n'ont aucune idée que je sais tout. Comment est-ce possible? Parce que je fais tout pour jouer le rôle du mari aimant et stupide. Je suis même trop démonstratif parfois. Ma femme l'a remarqué et a récemment dit à la paix « Je ne mérite pas son amour ». Voir sa culpabilité me fait du bien, je l'avoue, mais quand je ne suis pas avec elle ou ma fille, je suis en ruine, je pleure tout le temps. J'ai l'estomac retourné dès que je pense à cette vie que j'aurais pu avoir. Quand je vois un couple heureux, surtout avec une petite fille, je m'effondre. Au boulot, tout le monde remarque que je ne suis plus le collègue rigolo qui faisait des blagues de papa. Je fais tout pour que ça ne nuise pas à mon travail, mais ça me détruit intérieurement. Je partage mon bureau avec un gars que je connais un peu, et on se confie parfois. Il m'a demandé récemment si tout allait bien. T'as l'air déprimé. Je pense que je finirai par lui dire parce qu'il a déjà divorcé et est maintenant remarié et heureux. Mais je ne suis pas prêt. Et donc, c'est quoi le plan? Je veux divorcer sans aucun doute. Mais ce n'est pas facile d'abandonner 20 ans d'amour comme ça. J'ai besoin de temps pour m'y préparer. La Californie est un État sans faute. Mais je réunis quand même les preuves pour ma propre fermeture et pour exposer ma femme et son amant à leur entourage, car personne ne soupçonnerait ces deux gentilles personnes. J'ai engagé un détective privé pour les suivre les jours de volley. 3 jours de 4 heures m'ont coûté 2000 $. Et tout ce que j'ai, ce sont eux qui se tiennent la main. Un bisou sur le front et des heures de vidéo d'eux en train de parler dans la voiture de la paix. J'ai toujours cru qu'ils jouaient pendant 3 à 4 heures, mais en réalité, c'est 1 heure de jeu et des heures de balade et discussion. Souvent, dans leurs messages, ils disent « On en parlera en face » quand ils veulent aborder un sujet profond, donc ces moments sont importants pour eux. Je voulais capturer un baiser sur la bouche, voire plus, pour que ce soit la preuve ultime. Mais ce n'est pas encore arrivé, et je n'ai pas envie de payer encore 600 à 700 $ pour que le détective reste là à filmer des discussions. J'ai pensé à placer un micro dans sa voiture, mais bon, j'ai encore des limites. On voit la paix et sa femme plusieurs fois par semaine, on passe presque tous les week-ends ensemble. C'est un calvaire de voir ce mec et de ne pas lui mettre un coup de poing, de faire comme si tout allait bien. Prochaine étape, contacter des avocats pour des consultations. Le détective privé me dit que c'est inutile en Californie car tout est divisé à 50-50 au final. Mais je veux connaître mes options pour la garde, la pension alimentaire, la garde partagée, etc. J'ai un bon job dans la tech, je gagne bien et ma femme ne travaille pas.
Ça me déchire de savoir que je vais devoir partager ma retraite, mes actions, mon salaire avec elle. J'ai payé entièrement notre maison avec mes bonus et mon boulot, et elle avait une liaison pendant ce temps. Et c'est elle qui va partir avec la moitié de tout ça, c'est à vomir. Je veux aussi demander si c'est possible de la faire partir de la maison, même temporairement, et si je peux limiter l'accès à ma fille, même si je sais que légalement, c'est sa mère. Et puis ma fille serait détruite sans sa maman. Je veux aussi trouver un thérapeute spécialisé en traumatismes familiaux et divorce pour m'aider à prendre les bonnes décisions avec le moins d'impact sur ma fille. Après les consultations juridiques, je prévois de contacter la femme de la paix pour tout lui montrer. Inspiré par Any Assault, je pense servir les papiers du divorce à ma femme devant ses coéquipiers de volley et si possible en même temps que l'OBS sert les siens à la paix. Je prépare aussi des messages à envoyer à nos amis et familles, avec preuves à l'appui, photos, captures de messages, en particulier pour la famille de ma femme. Voilà où j'en suis. Ma prochaine mise à jour sera sûrement dans 2 à 3 semaines. Merci d'avoir écouté mon TED Talk. Pour contexte, je n'utiliserai pas de vrai nom car ce sont des utilisateurs actifs de Reddit et je cherche des conseils. Cela s'est passé la nuit dernière, j'ai pris le temps d'essayer de digérer, mais maintenant je suis ici. Moi, 26 ans, homme, je suis fiancé à ma fiancée Sacha, 27 ans. Nous avons une relation plutôt normale, avec des hauts et des bas, et quelques disputes occasionnelles qui se résolvent. Nous devons nous marier le mois prochain, mais après ce que j'ai découvert, je ne sais même plus si je veux continuer. Son ami Taylor, 27 ans, est marié à son mari Mike, 28 ans. Mike est censé être le témoin à notre mariage, et Taylor la demoiselle d'honneur. Nous nous voyons généralement un week-end sur 2. Parfois on sort, parfois on reste à la maison à regarder des films et à boire un peu. Mais ce jour-là n'était pas comme les autres. J'ai eu le choc de ma vie. D'habitude, boire un peu le soir était normal. Quelques cocktails, quelques shots, mais cette fois-ci, Taylor avait clairement trop bu. Devant son propre mari, elle commence à s'asseoir sur moi à califourchon et à m'embrasser. J'ai reculé et lui ai dit d'arrêter. Son mari Mike avait l'air complètement choqué par ce qu'elle faisait. Taylor a ensuite dit qu'elle essayait juste de lancer un plan à 3 entre Sacha et moi. J'étais confus et Sacha n'a rien dit, elle n'a même pas essayé de l'arrêter. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Taylor a répondu « Sacha a dit qu'elle voulait offrir un plan à 3, alors j'essaie de l'initier. » Sacha ne disait toujours rien. Mike regardait toujours en silence, choqué. J'ai demandé à Taylor pourquoi, étant mariée, elle essaierait de faire ça. Taylor, sans hésiter, balance qu'elle et Sacha avaient déjà fait un plan à 3 avec Mike avant leur mariage. Dès qu'elle a dit ça, un silence glacé est tombé dans la pièce. Mike a baissé les yeux, évitant mon regard. Sacha avait un regard d'horreur. Moi, j'étais blanc comme un linge. Et Taylor, elle, gardait la même expression vide, comme si elle ne venait pas de révéler le plus gros secret qu'on ne devait jamais me dire. Après un moment, Sacha a viré Mike et Taylor de notre appartement, puis elle a essayé de s'expliquer. Je sais que j'aurais dû l'écouter, mais à la place, je l'ai ignoré et je suis allé dormir chez un ami. Depuis, je reçois plein d'appels et de messages de Sacha et Taylor me disant que je n'aurais jamais dû savoir ça, mais que ma réaction était exagérée. Mike ne parle plus à Taylor non plus,
d'après ce que je sais à cause de ce qu'elle a fait ce soir-là. Moi, personnellement, je ne veux parler à aucun d'eux pour l'instant. Je réfléchis à ce que je dois faire maintenant, parce que tout ça, c'est beaucoup à encaisser.